Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend et tout le monde me voit? Pour nous, c'est bon, donc ça va être bon. Ouais, bon, bah, excellent. Parfait, ouais, je vois des oui, je vois des yes, il y a des anglophones parmi vous, excellent. Je vous écoutais depuis ce matin et notamment j'ai eu la chance de pouvoir entendre l'extrait podcast avec les petites histoires. Et ce que vous faites comme métier, moi, ça m'inspire beaucoup et je trouve que c'est indispensable. Je vous explique aussi rapidement d'où je viens et pourquoi aussi je vous dis tout ça. Je connais bien Anne parce qu'on a eu l'occasion déjà de faire des choses avec le commerce équitable et pour aider des producteurs à mieux parler de leurs initiatives. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'économie sociale et solidaire. J'ai travaillé dans une ONG que vous connaissez peut-être qui s'appelle Make Sense. Et j'étais tout au début de ça pour aider des entrepreneurs sociaux à développer leurs projets. Et aussi, je les ai accompagnés pour faire en sorte qu'ils puissent mieux se développer. Et un constat que j'ai eu, et peut-être que vous partagez aussi, c'est ce constat de on fait des très belles choses qui servent à la planète, qui servent aux êtres humains. Et parfois, on n'a pas les codes, les clés, les outils pour être très convaincant et montrer que ce qu'on fait mérite de rayonner et mérite de bouger les lignes et de devenir une nouvelle norme. Et à côté de ça, on a des personnes, pour ne pas les citer, mais qui travaillent pour des lobbies, où leur objectif des lobbies du côté obscur de la force sont de nous montrer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est peut-être mieux, et ils se retrouvent très, très convaincants. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire bouger des lois, on a du mal à à créer le monde qu'on désire, je pense, toutes et tous. Et face à ce constat, moi, je me suis posé la question, mais c'est quand même dommage parce que bien souvent, il y a plein d'entreprises sociales et plein d'ONG, plein d'assos et aussi des gens comme vous qui font un travail remarquable en coulisses et dans le fond. Mais au moment de communiquer, au moment d'en parler, au moment de vouloir fédérer autour de leur initiative, n'ont pas toutes les clés. Il leur manque des éléments pour être encore plus convaincants et pour rassembler, pour fédérer, pour donner envie. Parfois, on y arrive parce qu'on a réussi à trouver le bon argument, la bonne approche. Et puis parfois, on se dit, c'est quand même fou, je suis en train de t'assommer d'arguments qui te montrent par A plus B qu'il faudrait faire ça, et pourtant, tu ne changes pas. Alors que pourtant, là, viens et c'est rationnel. Là, ce serait presque mathématique. À un moment, je suis en train de te dire que là, je ne peux pas aller à l'encontre de la logique. Messieurs, dames, je vais vous apprendre une chose, l'être humain n'est absolument pas logique. Et ça, vous pouvez le voir dans vos vies de tous les jours, quand on fait des actions et parfois en se disant, mais en fait, c'est absolument pas rationnel ce que je suis en train de faire. Et l'exemple que je pourrais vous donner, c'est aussi, rappelez-vous la fois où peut-être vous avez été en couple avec quelqu'un, vous êtes resté avec cette personne et il y a tout votre entourage qui vous dit, non mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que tu continues de faire ça? Et qu'en vrai, il y a quelque chose de plus émotionnel qui fait que ça ne s'explique pas. Donc, messieurs, dames, nous sommes avant tout des êtres émotionnels dotés d'une fonction logique. Une fois qu'on a appris ça, on arrive à être plus efficace au moment où on veut communiquer, où on veut prendre la parole pour mieux fédérer autour de nos projets. Et je vais vous avouer quelque chose, les meilleurs à ça, ce sont les publicitaires. Les publicitaires qui nous font acheter un yaourt parce que, oh là là, c'est une crème de jour, on pourrait se le mettre sur notre visage tellement il est bon. Ils ont bien compris comment fonctionnait notre cerveau pour nous faire acheter des produits dont on n'avait pas besoin et où on ne va même pas toucher à de la rationalité, on va toucher peut-être à des valeurs, à du désir, à quelque chose d'un petit peu plus profond. Mais si les publicitaires utilisent ces outils, c'est que ça fonctionne. Donc, comment on peut s'en inspirer et mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ça pour voir que ces armes peuvent être utilisées pour des causes beaucoup plus nobles, dont les vôtres. Et mon métier, c'est ça. Mon métier, c'est d'aider les personnes comme vous à prendre la parole de manière beaucoup plus efficace à chaque fois que vous voulez défendre vos idées pour augmenter votre pouvoir d'adhésion. Maintenant, vous voulez que je vous donne des astuces? Parce que maintenant, je vais vous présenter des petites choses pour vous aider à tout ça. Et en plus de ça, je vais vous parler de rhétorique.
Donc, la rhétorique, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça commence à être de plus… Ah, bah, parfait. En plus, il y a des choses qui viennent sur les manipulations. Donc, comme ça, je peux vous faire un peu les idées reçues sur la rhétorique, au même titre que vous avez des idées reçues sur le commerce équitable. Donc, la rhétorique, c'est tout simplement l'art de mettre vos idées en discours pour mettre votre public en mouvement. Donc, avec mes mots, la manière dont j'organise une prise de parole, ou même à l'écrit, parce que la rhétorique peut être utilisée à l'écrit, la manière dont j'organise mes idées, ça me permet d'augmenter mon pouvoir d'adhésion et que ça donne envie au public de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Et la rhétorique, justement, il y a une idée reçue là-dessus qui est ça peut être très manipulatoire. Et vous avez raison. Donc, je ne vais pas le cacher là-dessus. La rhétorique, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut l'utiliser pour manipuler les gens. Un argument efficace que je pourrais vous donner, qui peut-être va vous manipuler, c'est par exemple de vous dire, je vais prendre quelqu'un parce que je vois quelques têtes. Jessica de Bioéquitable, bonjour. Jessica, j'aimerais énormément travailler avec vous. En plus, vous me faites beaucoup penser à ma sœur que j'ai perdue il n'y a pas longtemps. Et ça me permettra d'être sûr que quand on travaille ensemble, ça me permet d'être un petit peu plus épanoui et ça me ferait beaucoup de bien qu'on bosse ensemble. Et si jamais on ne travaille pas ensemble, ça serait terrible pour moi. Est-ce que je dois répondre, Julien? Non. Okay. Non, vous pouvez répondre. Jessica, est-ce que vous voulez travailler avec moi, s'il vous plaît? J'ai pas du tout envie d'être associée à cette sœur qui vient de partir. Hein. Franchement, c'est… oui, effectivement, ça fait de la peine, donc je vais travailler avec vous. Ouais. Donc, comme n'importe quel outil, c'est son utilisation qui peut être faite de manière positive ou de manière plus négative. Et là, c'est que nous, avec notre propre éthique, de manière générale. Libre à nous de voir comment on utilise tous ces outils. Est-ce qu'on a envie de l'utiliser et ça se trouve, il se cache un peu de manipulation, mais à la fin, c'est pour faire du bien? Ou est-ce qu'on se dit, non, je vais être 100% éthique, rigoureux et on en oublie des choses qui vont fonctionner, qui vont être efficaces? Un exemple que je peux vous donner, quand on fait de la manipulation, et pour que vous compreniez, de la manipulation, c'est quand on se retrouve à faire quelque chose, mais sans savoir pourquoi on est en train de faire cette chose. Donc, on l'a fait, mais on a du mal à justifier les raisons qui se cachent derrière. Je ne sais pas si vous êtes déjà… Si le mot « nudge » vous parle. C'est un mot anglais, les nudges. Ça permet de créer un changement de comportement chez les autres sans qu'on leur explique pourquoi. Je vous donner l'exemple le plus connu, et si jamais vous ne le connaissez pas comme ça, vous allez le découvrir. Nous, les hommes, qui allons dans des toilettes où il y a des urinoirs, on n'est pas toujours très propre. Donc, comment faire pour motiver les hommes à mieux viser? C'est un peu ça le défi. Un nudge, c'est de se dire que plutôt que de dire à l'entrée « laissez ces toilettes comme vous les avez aussi propres que comme vous êtes rentrés », un nudge, c'est d'aller coller un autocollant de mouche dans l'urinoir ou une petite cible pour que l'homme se dise « tiens, je vais viser ça ». Exact, Nadège, écrit dans le chat. Donc, je me retrouve à me dire, tiens, il y a un petit jeu ludique dans mon urinoir, je fais dessus et à la fin, c'est plus propre. Mais je ne sais pas pourquoi. Là, on va juste manipuler. J'ai fait l'action, mais sans aucune raison. Si j'avais envie d'être vraiment efficace, il aurait fallu qu'au-dessus de mon urinoir, par exemple, il y ait une petite pancarte qui dit « Voilà une cible, amuse-toi avec. Au passage, ça permet d'éviter d'en mettre partout parce que ça nous coûte tant ou on passe tant de temps à nettoyer derrière vous. Donc, on aimerait bien faire autre chose. » Là, au moins, j'aurais les raisons et je pourrais mieux comprendre ce qui se cache derrière. Donc, maintenant qu'on sait ça, on se rend bien compte que de la manipulation, c'est quand on veut faire inciter une action auprès de quelqu'un. Mais la rhétorique et la bonne rhétorique, donc après, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique, mais qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce que le mauvais? Mais en tout cas, la bonne rhétorique, c'est de se dire qu'on cherche à être efficace, mais aussi rigoureux. On va voir ensemble comment on arrive à garder ces deux éléments, de sorte à ce que quand on prend la parole, notre éthique est toujours, n'est pas ébranlée. Parce que de toute façon, de manière générale, c'est toujours une question d'éthique. Mais j'ose espérer qu'en voyant ces 89 personnes connectées et en vous écoutant depuis ce matin et en sachant dans quoi vous travaillez, qu'a priori, vous êtes des bonnes personnes.
dans ce que vous faites. Après, dans votre vie perso, je ne vous connais pas encore. Mais là, je pars du principe que c'est pour la bonne cause qu'on va utiliser tout ça. OK, je vous montre des petites choses. Alors, je partage. Oui, il faut que j'arrête le partage de chez vous. Est-ce que vous me dites, dès que ça s'affiche, tout le monde voit? Ouais. C'est bon, ouais. Donc là, on a un super titre pour vous montrer que la rhétorique, en fait, ça peut être sexy. Tout simplement parce que la rhétorique, c'est vieux. Hein. Donc, je vais passer sur des petits chiffres pour montrer qu'on fait plein de choses depuis 3 ans et qu'on s'appelle Panache. Comme ça, je vais pouvoir surtout rentrer dans le vif du sujet et travailler avec vous là-dessus. Moi, je m'appelle Julien de Souza et comme je vous ai dit, mon métier, c'est de vous aider à prendre la parole efficacement, mieux défendre vos idées. Et en général, ça marche plutôt bien quand j'aide les gens, parce que ou ils gagnent des concours, ou ils lèvent des fonds, ou ils arrivent tout de suite à embarquer. Donc, c'est que la rhétorique sont des bons outils qui peuvent être utiles pour vous. Avant, dans le chat, j'ai une petite question. Vous pouvez m'écrire un numéro allant de 1 à 10 pour un peu plus en savoir évaluer votre niveau d'aisance quand vous prenez la parole. Vous êtes plutôt à l'aise, vous vous sentez en confiance, limite vous appréciez. Ce serait quoi? Oups, je suis allé trop vite, je voulais regarder les réponses. Il y a déjà eu tellement de messages avant que du coup, pour pouvoir les remonter, j'ai je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite barre à droite pour faire des glissés. Bah, c'est un tout petit point. J'ai du négatif. Ouais, dis donc. OK. 0, 5, 7, 6, 8, 3. OK, en fait, il y a... OK, ça va de moins 8 à plus 10. Donc, c'est absolument pas homogène. Néanmoins, ça veut dire que vous avez toutes et tous ou une aisance ou, à l'inverse, très compliqué. Parfait. Même question, mais sur votre force de conviction, qui est différent. Être à l'aise, aimer parler, se sentir confiant, c'est une chose, mais se dire j'arrive à convaincre. 10 étant, à chaque fois que vous prenez la parole, vous arrivez à convaincre tout le monde. 1 étant, OK, j'ai vu passer un 10. Génial. J'adore parler, mais pas convaincre. OK. OK, donc là, mais globalement, il y a aussi pas mal de 7, de 8. Donc, vous arrivez à convaincre. OK. Je vais vous poser la même question, on va voir. Arriver à convaincre quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous, qui enchaîne toutes les idées reçues sur le commerce équitable, qui vraiment est à l'opposé de vous, voire qui est très sceptique, qui est commerce équitable-sceptique. OK. Pareil, il y a un peu de tout finalement. OK. OK. Et là, c'est plus pour lire 2-3 éléments aussi vous concernant. Et comme ça, je pourrais adapter mes exemples en fonction de ça. Je m'énerve trop, mais ça, je l'entends plein de fois. On va en parler, Jessica. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus difficile, délicat pour vous? Vous ressentez un plus gros besoin à relever au moment où vous cherchez à convaincre l'autre? Est-ce que c'est de contrer des idées reçues? Est-ce que c'est de réussir à montrer que c'est vachement bien, de maîtriser vos émotions? OK. Donc, sûrement derrière ce côté aussi peut-être parfois trop passionné, donc une émotion trop dans un sens. Parfois, on peut s'énerver ou de la colère ou de l'impatience. OK, moins frontal, rester plus calme. Des données. Donc là, on est plutôt sur de l'argumentaire aussi. OK. D'être plus calme. OK. Et trouver des exemples qui touchent la personne. Génial ça. OK. Je ne cherche pas à comprendre, mais plutôt à questionner et comprendre. Ça, c'est un très, très bon réflexe. Quand ça touche à des valeurs contraires. Et ouais, ça, c'est encore plus dur. OK. Désolé si je loupe des messages. Vous êtes beaucoup et j'essaie de tous les lire. J'ai l'impression d'être en train de faire un live Twitch avec toute ma commu. Sauf que je ne fais pas de streaming en vrai.
Pas encore. OK. Et OK, parfait. Je me ferme cette petite fenêtre. Top. Je vais vous parler de rhétorique et je vais vous parler d'un homme. Vous en avez forcément entendu parler. Alors, vous m'excuserez, parmi les 90 personnes, il y en a où peut-être ça va déjà vous parler. Pour d'autres, c'est peut-être une première fois. Donc, génial, ça fait un rappel pour les premiers et puis ça fait une nouveauté pour les seconds. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Aristote, que vous voyez là. Donc, c'est la seule photo que j'ai retrouvée de lui d'époque. Et pourquoi il est connu? Parce qu'en plus d'être avec ses copains Socrate et Platon, les philosophes les plus connus de la Grèce antique, il est un peu le papa de la rhétorique. Non pas que c'est lui qui ait inventé plein de concepts, parce qu'on n'a pas attendu Aristote pour prendre la parole et être convaincant. Enfin, je vous rappelle que les êtres humains existent depuis plus de 500 000 ans, enfin, Homo, le genre Homo, et que déjà à l'époque, il fallait bien convaincre sa tribu d'aller marcher 10 000 km pour s'installer ailleurs. Donc, on n'a pas attendu un bouquin d'Aristote pour savoir le faire. Néanmoins, ça a été le premier à vraiment se dire, et si on conceptualisait, on mettait des mots à tout ça, et j'écrivais un ouvrage pour, entre autres, et surtout à l'époque, aider mes concitoyens grecs à prendre part au débat public. Parce qu'à l'époque, on était en démocratie participative où n'importe quel citoyen pouvait venir dans l'agora défendre des idées. Et j'insiste sur le mot citoyen, parce que les femmes n'avaient pas le droit à l'époque, ni les esclaves, donc c'était que les hommes citoyens. Ça a changé entre-temps, hein, même si le système qu'on connaît aujourd'hui fait que c'est pas toujours, on n'a pas l'occasion de venir à l'Assemblée nationale et de dire « Bonjour, j'ai une idée à partager, offrez-moi le pupitre ». Donc, il y a eu pas mal d'évolutions. Mais lui s'est quand même posé la question de comment on peut outiller mes citoyens pour qu'ils puissent mieux défendre leurs idées et être convaincants. La rhétorique a disparu pendant plusieurs siècles parce qu'il y a eu la monarchie. Qui dit un roi dit pas de débat. Donc, pourquoi enseigner ça aux citoyens? Et puis, elle est revenue après la Seconde Guerre mondiale parce qu'après, la démocratie est devenue le régime politique qu'on a voulu déployer partout. Et même nous, nos pays occidentaux, c'est le modèle qu'on essaye d'imposer à d'autres pays en se disant « c'est vachement mieux ». Il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre dans tout ça. Là, j'arrive sur un constat historique. Mais voilà pourquoi la rhétorique, on en entend parler et reparler que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Et encore plus depuis 5-6 ans, parce qu'il y a un super documentaire qui s'appelle « À voix haute » qui a permis de parler et de mettre en avant des choses sur l'éloquence. Et parce qu'on a un expert de rhétorique qui s'appelle Clément Viktorovitch, qui est invité sur pas mal de plateaux pour parler rhétorique. Et peut-être vous l'avez déjà vu, il était sur Quotidien, Click sur Canal+. Ce qui permet de déblayer et de remettre en avant ce que c'est que la rhétorique. Et en vrai, c'est passionnant quand on commence à voir que déjà ce monsieur, qui il y a 2400 ans, avait déjà tout compris et qu'aujourd'hui, les recherches en neurosciences et ce qui se passe dans notre cerveau quand on prend des décisions viennent valider et confirmer ce que ces personnes-là avaient présupposé déjà à l'époque. En vrai, si vous lisez des philosophes, ils ont déjà tout compris. Hein. Là, les réponses sont déjà données dans l'ancien temps. Les messages sont les mêmes, ce sont les messagers qui changent et ça va être la même chose pour vous parce que vous êtes des messagers et des messagères. Donc maintenant, je vous dis ça, nous, Aristote, on l'a modernisé, on essaie de rendre la rhétorique plus sexy et de donner envie et de la rendre accessible à plus de gens. Donc laissez-moi vous parler de Aristote. Et notamment, ça c'est la base, chapitre 1. Et si vous retenez que ça de mon intervention, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que en théorie, peut-être que ça nous parle, mais en pratique, on l'oublie très souvent de le faire. Qu'est-ce que nous dit notre cher triangle d'Aristote? C'est les 3 choses que doit maîtriser chaque orateur, chaque oratrice dans chacune de vos prises de parole. À chaque fois que vous êtes amené à prendre la parole et de proposer un discours, il y a ces 3 éléments à retrouver. Le premier, c'est globalement ce que vous faites déjà beaucoup, toutes et tous. C'est ce que Aristote appelle le logos. C'est tout ce qui va faire attrait à l'argument, le rationnel, les preuves, les stats, les faits, les chiffres, contrer des idées reçues, montrer qu'en vrai, ça coûte pareil, montrer qu'en vrai, le bilan carbone, il est de temps, montrer que… Bref, tout ça, c'est votre ligne argumentative. C'est indispensable, il faut qu'on l'ait, il faut la créer, bien évidemment. Mais comme vous pouvez le voir, vu que c'est un triangle, voyez-le plutôt comme un tabouret de 3 pieds. Et un tabouret de 3 pieds, si vous enlevez un pied,
il y a de peu de chances que vous arrivez à vous asseoir dessus correctement et tenir. Même s'il y a un pied que vous laissez, le logos qui est en titane. Vous tombez quand même. Donc, le logos, vous le faites plutôt bien, en général. Et dans le logos… Pardon, j'ai appuyé, je ne voulais pas appuyer. Oh, je suis en train de vous spoiler. Dans le logos, il y a quelque chose à garder en tête et à bien retenir, c'est qu'il est important de créer des arguments efficaces. Je vous dis ça parce que ça ne sert à rien d'être exhaustif. Mieux vaut choisir un argument qui va marcher pour mon public, pour ma cible. Donc, on n'est pas dans du quantitatif, on est dans du qualitatif. Le bon nombre d'arguments, c'est le nombre de bons arguments. Donc, il se peut que face à une personne, en prenant le temps de la connaître, et là, j'ai vu passer dans le chat, c'était très bien de poser des questions pour comprendre ses besoins, de venir et de juste appuyer un seul argument, et il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. Donc déjà, retenez que dans votre logos, parce que vous avez une certaine rigueur et forcément plein d'arguments, retenez une chose, sélectionnez ceux qui vont être les plus efficaces au regard de votre cible à ce moment-là. Pas besoin de tous me les lister. Parce qu'à tous les lister, on se retrouve juste à être submergé et vous ne m'aidez pas à savoir lequel va fonctionner chez moi. OK ? Donc, demandez aux gens et posez-leur la question. C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes idées reçues? Qu'est-ce qui te freine à te lancer dans le commerce équitable? Et avec ce genre de questions, ça vous permet de choisir que des arguments qui vont marcher pour cette personne. Parce que si vous êtes en train de me dire, par exemple, non, le commerce équitable, c'est vachement bien, parce que comme ça permet de redonner de la richesse à des producteurs dans d'autres pays et d'être beaucoup plus donc, équitable avec tout le monde. Et peut-être que moi, j'en ai rien à faire des agriculteurs, ce n'est pas ça qui est important pour moi. Par contre, si tu me dis, le commerce équitable, ça reste de meilleurs produits pour la santé, ah, ça m'intéresse. Et donne-moi beaucoup plus d'arguments et alimente-moi autour de cette thématique de la santé plutôt que le producteur qui fait ses fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Et à l'inverse, peut-être que ça va être complètement autre chose pour une autre personne parce qu'elle a envie de se dire qu'elle contribue à l'histoire et à aider et à rendre le monde plus équitable sans chercher l'aspect santé. Donc vraiment, pour votre logos et avoir un bon logos, c'est non pas seulement d'enchaîner des arguments, mais évidemment de trouver le bon argument. Et il n'y a pas de nombre exact, mais ça se trouve en 2-3 arguments, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin d'en donner plus. Et ensuite, voilà, je vous avais un petit peu montré, on a le pathos. Et avec le pathos, c'est votre rhétorique émotionnelle. Ça permet d'en savoir plus sur les histoires que vous pouvez nous partager. Par exemple, le petit podcast qu'on a entendu tout à l'heure, le grand avantage à ça, c'est qu'on arrive à s'immerger, à vivre quelque chose. Et je vous dis ça parce que c'est très, très puissant. Et tellement que parfois, on l'oublie et on se concentre que sur des arguments purement rationnels. Alors que c'est ça qui vraiment va nous faire vibrer. Donc, dans le pathos, c'est de réfléchir et de voir pour vous quelle anecdote personnelle vous pouvez partager, quelles histoires vous pouvez partager, quels mots vous pouvez partager parce qu'ils suscitent des émotions. Je vous donne un exemple, comme quoi les mots peuvent susciter des émotions. Jessica, tu seras mon cobaye à chaque fois. Jessica, c'est comme si je disais à Jessica, Jessica, ce soir, je te propose qu'on se fasse un petit dîner. Jessica, je te propose ce soir qu'on se fasse un bon gueuleton. Jessica, je te propose ce soir qu'on se fasse un apéro. Donc, dans les 3 cas, Jessica, on va manger. Mais derrière un bon gueuleton ou un petit dîner ou un apéro, ce sont des émotions qui vont être différentes. Bon gueuleton, a priori, tout le monde voit une plâtrée de… mince, comment ça s'appelle? Là, je viens de le perdre. J'ai l'image. Tu sais, cette grosse purée d'Auvergne ou de je ne sais pas quoi, où c'est très collant. Là. L'aligot.
L'aligot, voilà. L'aligot, c'est super bon. Ben, c'est super bon. Ben, c'est un bon gueuleton, l'aligot. Parce qu'on voit ça, on voit que… en tout cas, on ne l'a pas en tête quand je te dis un petit dîner. Un petit dîner, tu imagines peut-être plus des bougies, une bouteille de vin et 3 légumes dans une assiette. Et un apéro, bah, tu vois du fond de tarama et des graissins éclatés sur la table. Donc, il y a des émotions différentes qui se cachent derrière les mots que je vais choisir. D'où l'importance de voir mais quels mots vous voulez utiliser. Et les métaphores peuvent être utiles pour ça. Les métaphores, pour que vous compreniez, si je vous parle de la jungle de Calais, c'est une métaphore qu'on utilise pour parler de personnes réfugiées ou migrantes qui sont en transition pour aller en Angleterre. Et le fait de dire la jungle de Calais, on a l'impression que ce sont des animaux. Alors que si je t'avais dit du côté de Calais, on a plutôt le pont de l'espoir de Calais, direction l'Angleterre, bah, on véhicule une autre émotion. Et une autre émotion auprès de ces personnes aussi. Donc, ça va être de voir comment on peut jouer sur certaines métaphores et sur certains mots pour véhiculer certaines émotions, parce que c'est ce qui va nous mettre aussi en mouvement. Et le dernier, après je vous fais travailler, pour que vous reteniez tout ça, c'est votre ethos. Et ça, c'est sous-estimé, alors que c'est très, très, très puissant. Je vous donne un exemple très parlant. Qui parmi vous veut bien tout de suite me prêter 1 000 €? J'avais plus de réponses. Donc, Christelle. Je ne les ai pas. Ok, eh ben, Christelle, génial. Ça veut dire que j'inspire confiance à Christelle. Mais en gros, si je pose cette question à quelqu'un que je ne connais pas, il y a quand même 10 chances sur 10 que cette personne me dise « bah non, merci ». Par contre, si je vais aller voir une amie proche ou un membre de ma famille et que je lui demande « ouais, est-ce que tu peux me prêter 1 000 € » et que cette personne les possède, donc pas comme Nadège, il y a des grandes chances qu'on me les prête tout de suite. Je n'ai même pas besoin d'argumenter, de dire quoi en faire. Je dis « ouais, j'en ai besoin, tu peux me prêter 1 000 €, s'il te plaît », parce que je suis quand même poli, et je les ai. Ça, c'est parce que mon ethos, l'image que je renvoie, inspire confiance auprès de cette personne. Donc, c'est la réputation que j'ai auprès de cette personne. Mais ça s'est fait sur le long terme. Et ça, c'est très efficace parce qu'au bout d'un moment, la réputation que vous êtes en train de générer dans chacune de vos prises de parole, à chaque fois que vous intervenez, ça va vous aider à avoir votre pouvoir de conviction qui augmente avec. Et c'est génial. Et on le voit en pleine présidentielle, l'ethos. Hier, il y avait le débat de l'entre-deux tours. Et le but d'un débat, ce n'est pas tant de présenter un programme et d'être rationnel, c'est aussi de voir comment je peux déstabiliser l'autre pour que son image soit altérée et que mon image soit plus sympathique également. Donc, le nombre de personnes qui votent pour un ou une candidate avec ce fameux « moi, je ne sais pas, il a une bonne tête, il m'inspire confiance, pourquoi pas, l'autre, je ne l'aime pas trop ». Donc, on n'est que sur de l'image, que sur de la sympathie renvoyée, et même pas sur des programmes. Et il y a quand même plein de gens qui ne lisent pas le programme politique, qui juste vont voter en disant « oh, il m'inspire » ou « elle m'inspire ». Et ça, c'est que de l'ethos. Mais rendez-vous compte que ça devient très puissant parce que l'ethos, on va vous évaluer et vous juger sur votre image dès les premiers instants, même avant que vous ouvriez la bouche. Donc moi, là, avant que j'ai pu vous dire bonjour, vous m'avez vu derrière ma webcam avec une chemise verte, un fond blanc, et vous avez commencé déjà à émettre des jugements sur moi. Je ne sais pas lesquels, mais inconsciemment, il y en a eu. Donc, sur mon image. Et peut-être que mon image a évolué depuis le début, peut-être que là, il y a une nouvelle image que vous commencez à avoir de moi. Néanmoins, ça joue sur la confiance que je peux dégager. Donc, une fois qu'on sait ça, ça devient très puissant parce que vous avez 3 outils sur lesquels jouer dans chacune de vos prises de parole. Donc là, à retenir de cet outil, c'est d'avoir toujours les réflexes de vous dire « ok, quels sont les arguments que je vais pouvoir prononcer et les arguments efficaces, mais aussi quelle image je renvoie et comment je montre que je suis quelqu'un qui maîtrise, qui est en confiance, et comment j'arrive à véhiculer des émotions dans le choix de mes mots, dans le choix de mes anecdotes, dans la manière dont je partage mes éléments. »
si vous arrivez à jongler avec ces trois choses dans vos discours, donc c'est parsemé par-ci et là, vous obtenez un discours qui a un fort pouvoir d'adhésion. Vous m'en enlevez un, vous m'en enlevez deux, mon tabouret, il se casse la figure. Donc, on a besoin d'être sur ces trois-là. Et en synthèse, ça bug chez moi. Ah, voilà. Parce que vos objectifs dans chacune de vos prises de parole, c'est de plaire, d'instruire et d'émouvoir. Et je vous ai mis les petits mots latins en dessous, parce que là, ce n'est pas Aristote, mais c'est Quintilien au 1er siècle après Jésus-Christ, qui, pareil, a écrit des bouquins, dont un qui s'appelle l'Institution oratoire. Enfin, je dis un bouquin, c'est 12 ouvrages. Donc, à l'époque, on ne se faisait pas, vous savez, le truc les incollables. Allez, petits mémos pour s'en souvenir, petit éventail les incollables. Non, ils écrivaient 12 ouvrages qui étaient gros comme des dictionnaires pour parler de rhétorique. Donc, évidemment, là, c'est une ultra-synthèse. Mais Quintilien, lui, nous disait que ce qui est important pour l'orateur et l'oratrice, c'est de placere, docere et movere, plaire, instruire et émouvoir. Et ce qui m'amuse là-dedans, quand on va on regarde les mots latins, c'est de voir un peu l'origine de certains mots et leurs racines. Et pour movere, émouvoir, c'est la même racine que le mouvement. Donc, c'est ça qui nous met en mouvement. C'est ça qui fait qu'on agit. C'est ça qui fait que vous arrivez à inspirer un passage à l'action. Donc, que la personne se dise « Allez, je vais commencer à acheter du commerce équitable. » Et je le fais. Parce qu'il y a une grande différence entre convaincre et persuader. Parce que là, au début, je fais un abus de langage pour que tout le monde puisse saisir. Mais quand je vous dis d'augmenter votre capacité à convaincre et de conviction, en vrai, ce n'est pas suffisant, il faut aussi persuader. Parce que plein de gens sont convaincus qu'il faut manger des fruits et légumes tous les jours, qu'il faut faire du sport régulièrement, que c'est bien de dire bonjour et d'être poli et d'être respectueux avec tout le monde. Donc, tout le monde est convaincu de ça. Est-ce que tout le monde le fait tous les jours avec la même rigueur? Donc, convaincre, c'est de vous permettre de faire un travail sur l'opinion. C'est-à-dire qu'avant, je pensais A, maintenant je pense B parce que tu m'as fourni des arguments. Ah ouais, la Terre est plate. Là, tu viens de me démontrer qu'elle était ronde. Bon, ok, je te crois. Et pourtant, il y a encore des gens, malgré des arguments ultra rationnels, qui ne passent pas à l'action. Et la persuasion, avec beaucoup de choses sur la rhétorique émotionnelle, permet de faire agir. Donc là, tous ces outils et ce triangle, ils nous permettent de à la fois convaincre et de persuader. Et si vous retenez ça déjà, c'est très bien, parce que ce ne sera jamais que des arguments rationnels qui mettront les autres en mouvement. Ça va pour le moment? Donc ça, c'est de la théorie. Et en théorie, on me dit tout se passe bien. D'ailleurs, on voudrait tous vivre en théorie. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et là, c'est vous avec vous-même. Vous pouvez la garder pour vous, vous pouvez la partager dans le chat, mais elle est essentielle. Rappelez-vous que votre ethos, c'est très puissant. Mais alors, quelle image vous souhaitez renvoyer quand vous prenez la parole? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous? Parce que vous êtes les seules personnes à pouvoir travailler l'image que vous renvoyez. Si vous voulez mettre de l'humour, mettre de la légèreté et être décomplexé, c'est à vous de le faire. Si vous voulez montrer un vrai sérieux, une vraie rigueur et un tempérament très calme, c'est vous qui le faites. Donc, quelle image vous aimeriez renvoyer lorsque vous prenez la parole? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on me dise de vous? Vous laissez 2 minutes pour y penser, pour vous le noter quelque part, pour partager. Quelqu'un de sincère, d'impliqué, ouais, de pertinent, sincère, être sympa. Qui donne envie de créer la relation? Ok. Ok, militant. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes… Pardon, dans l'image renvoyée, derrière quelqu'un de militant, ça ne renvoie pas du tout la même image que derrière quelqu'un qui… j'essaie de le retrouver. Parce qu'il était… Quelqu'un de léger, je ne sais plus où il était, quelqu'un de léger et dans le débat. On ne fait qu'un, passionné, drôle, engagé, incorruptible. Ok.
Donc là, vous l'avez fait rapidement. Moi, je vous invite, vous, et là, je ne parle pas aux professionnels que vous êtes, mais aux individus que vous êtes. Avant d'être des professionnels, vous êtes des hommes et des femmes qui avaient des convictions, qui avaient des valeurs et des choses qui vous font vibrer dans votre vie, des choses qui sont importantes pour vous. Moi, je vous invite vraiment aujourd'hui, à un moment, à prendre un temps de mais c'est quoi qui compte pour vous? Justement, c'est quoi ces valeurs? Quelle image vous voulez renvoyer? Comment vous arrivez à avoir une ligne directrice? Comment vous arrivez à avoir une sorte d'exemplarité dans ce que vous faites, une vraie cohérence? Parce que tout ça, ça contribue à votre image. Et sur un instant T très court, évidemment, on ne pourra pas tout saisir, mais quelque chose va s'en dégager, notamment votre sincérité. Et on a toutes et tous un capteur à sincérité où on va se dire en écoutant quelqu'un « Oh, je ne le sens pas » ou à l'inverse « Ah ouais, c'est vrai ». Et là, c'est très subjectif, mais on l'a tous et tous au fond de nous. Donc vraiment de vous poser la question là-dessus parce que ça vous permettra deux choses. Un, de travailler sur vous pour voir mais comment vous arrivez à renvoyer l'image que vous souhaitez renvoyer. Oh, pardon. Et si à aucun moment on en apprend sur vos valeurs, sur qui vous êtes, sur vos histoires, sur ce qui compte pour vous, et à aucun moment vous ne le partagez, les gens qui vous écoutent vont émettre des hypothèses. Parce qu'on n'aime pas le vide. Donc, si on ne sait rien sur vous, on va émettre des hypothèses. Et le pire, c'est d'avoir des hypothèses fausses. Et d'autant plus que nous, on se connecte aux autres parce qu'on partage des valeurs communes. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de rencontrer l'autre et pouvoir d'adhérer à ce qu'il propose. Donc, posez-vous vraiment ces questions de mais c'est quoi mes valeurs et comment je peux les montrer, comment je peux en parler, comment je peux les partager dans chacune de vos prises de parole. En petite synthèse, voilà, si vous y avez une slide à résumer, pour votre propre ethos, ce qui est important, c'est de montrer que vous maîtrisez votre sujet, de partager toutes ces valeurs, comme ça on en sait plus sur vous, de prendre le soin dans chacune de vos prises de parole de faire quelque chose qui se veut efficace, qui se veut puissant, travailler. Donc, c'est ce que j'appelle résister à la médiocrité, parce que bien souvent, on a l'impression de répéter toujours les mêmes discours, donc on a peut-être tendance à s'écouter, parler, alors que non, gardez toujours cette même force, cette même conviction, cette même énergie et enthousiasme, et aussi que l'autre est différent, tout simplement. L'autre n'a pas travaillé 10 ans dans le commerce équitable, ne connaît pas tout sur le bout des doigts et n'a pas une prise de conscience comme vous avez pu avoir. Donc, il y a un soin à apporter à la relation pour l'aider à l'emmener vers vous. Allez, en résumé, parce que la confiance, eh bien, cette citation, c'est de Sartre. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc, clairement, c'est un travail de longue haleine hein, quand on veut gagner la confiance des autres. C'est pour ça que ma mère veut bien me prêter 1 000 €, mais que si demain, je lui fais un coup de Trafalgar, eh ben, je pense que maman aura un peu plus de mal à me les donner. Et les litres se perdent d'un coup. J'avance rapidement pour vous faire travailler. Ça, je ne vous le fais pas. Ça, je ne vous le fais pas. Mais j'ai envie de vous faire travailler sur votre pathos et notamment, parce que pour moi, ça, c'est très important, c'est sur comment vous arrivez à véhiculer de bonnes émotions. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le triangle, il y a le choix des mots, le choix des anecdotes, donc de travailler aussi sur l'imaginaire, ça devient très puissant. Mais il y a peut-être 2 mots ici que vous découvrez pour la première fois. C'est ce qui s'appelle l'exorde et la péroraison. Donc ça, c'est des mots très, très savants pour montrer que je m'y connais dans mon sujet. Mais en vrai, que je pourrais remplacer par l'exorde, c'est votre accroche, et la péroraison, c'est votre conclusion. Et c'est les mots très de rhétorique. Dès le début, dès les premiers instants, c'est important de voir comment vous pouvez accrocher les autres. Et justement, je vais vous faire un exercice où vous allez travailler, vous allez pratiquer. Je vais vous mettre par 2 et on va vous mettre dans des sous-groupes, ce qui veut dire qu'il va falloir réactiver vos micros et vos webcams parce que c'est mieux pour parler à l'autre. Et il faudra réfléchir à comment je l'intéresse dans les premiers instants. Tout de suite. Comment j'arrive à faire en sorte que la personne face à moi se sente concernée parce que je suis en train de raconter. Et en gros,
on s'en fiche de savoir que je m'appelle Julien, je suis né en 1988, donc je vais avoir 34 ans là bientôt. J'ai fondé Panache, nanana, nanana. Ok, bah là je me présente, exposé de classe, merci, bonjour, vous avez un A+ sur votre copie. Mais non, mais dans la vraie vie, c'est de voir mais comment je peux intéresser l'autre dans les premiers instants. Je lui pose une question, je lui donne une citation, je lui annonce un chiffre, je lui demande, bah, imagine, ou tu connais un tel. Bref, je fais en sorte de l'accrocher dans les premiers instants. Donc, on va s'entraîner à ça, mais pas seulement, parce qu'il va y avoir aussi de comment vous arrivez à me convaincre que le commerce équitable, c'est important et qu'il faut que ça représente une plus grande part de mon panier. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et j'aimerais qu'on puisse s'amuser à jouer sur le pathos, sur comment vous arrivez à me faire véhiculer des émotions, que je puisse me sentir concerné par tout ça. Et pour vous aider, hop, je vous montre une pyramide. Voilà. Pour vous aider, ça, c'est un petit outil qui permet de se dire que quand on prend la parole, on gagne en clarté. Parce que souvent, quand on connaît notre discipline, on a tendance à jargonner. On le fait toutes et tous. Hein. Moi, sur la slide d'avant, je viens de le faire. Hein. Je vous parle de péroraison, d'exorde, même le mot rhétorique, bah, c'est des jargons. Et vous, peut-être que vous avez vos propres mots jargonneux, très conceptuels, qui vous parlent à vous. Je ne connais pas assez votre métier, donc je ne me rends pas compte ça peut être quoi. Mais je vais vous donner des mots très conceptuels que je peux avoir dans des entreprises plus classiques, du genre la transformation digitale, l'acquisition client, le design thinking, donc, ou l'intelligence collective, la gouvernance partagée par consensus non mou. Donc, tout ça, ce sont des mots conceptuels. Et quand je vous dis conceptuels, c'est qu'ils sont utiles parce que tout de suite, les gens qui s'y connaissent peuvent se dire « Ah ouais, je vois, il n'y a pas besoin de me réexpliquer. » Mais pour quelqu'un qui n'est pas connecté à ce genre de mots, point d'interrogation, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, il n'y a aucune image véhiculée dans mon cerveau. Nous, notre cerveau, il a besoin de vivre, de créer un imaginaire. Parce que c'est comme ça qu'on commence à ressentir les choses. Donc, en gros, moi, si je vais sur un site de moteur de recherche et que je tape transformation digitale, je peux vous dire que les images qui s'affichent, il y a tout et n'importe quoi. Alors que si je vous tape une vache normande, eh ben, il y a des vaches normandes qui s'affichent. Et globalement, dans votre tête, vous avez toutes vu et tous une vache normande. Donc, vous avez cette vache un peu marron. C'est la bonne, hein, je ne me trompe pas. En tout cas, même si je vous dis une vache blanche avec des taches noires, là, dans votre tête, vous voyez une vache blanche avec des taches noires. Si je vous dis un éléphant rose avec une trompe multicolore, là, il y a un éléphant rose et une trompe multicolore qui s'affichent dans votre cerveau. Par contre, si je vous dis design thinking, transformation digitale ou même commerce équitable, bah derrière commerce équitable, chacun a une image différente. Donc, on va redescendre dans notre pyramide de clarté. Et ce que nous dit cette pyramide, c'est qu'à chaque fois qu'on prend la parole, pour être sûr que les autres nous comprennent, on commence de la base. Et ce que les gens comprennent, ce sont des anecdotes, du vécu, des histoires ou des histoires personnelles que vous avez vécues, ou même des histoires dans lesquelles les autres peuvent s'imaginer, peuvent se projeter. Donc, des fameux, c'est comme si je vous disais, moi, en introduction, rappelle-toi la dernière fois où tu as voulu convaincre tonton André au repas de Noël, qui est absolument climato-sceptique, et tu essaies de lui dire que, mais tu sais, c'est important d'être dans le commerce équitable, d'acheter peut-être aussi que ça soit plus représentatif de ton panier moyen, voire même d'acheter de saison, tonton. Ben là, je suis en train de te partager une anecdote. Tu vas mettre ton tonton, tatata, peu importe, mais en tout cas, tu as une image qui est véhiculée, qui va beaucoup plus te parler que si je te disais le commerce équitable, c'est important d'en acheter et de le faire et d'en vivre et bref, d'investir dedans.
Donc, on commence par des anecdotes. Si on ne trouve pas d'anecdotes, on peut donner des analogies. Le commerce équitable, c'est un peu comme… Le commerce équitable, c'est un peu comme si on jouait à un jeu de société où, en vrai, dès le début, il y a une partie des gens à qui on leur donne 3 fois plus d'argent et d'autres, ils doivent attendre 2 tours avant de se lancer. Cette analogie marche ou ne marche pas, je ne sais pas bien. Mais en revanche, on a une image qui est en train de se projeter dans notre cerveau. Et grâce à ça, ça va être plus simple pour l'autre de comprendre. Le modèle, c'est ce dessin. C'est quand je vous fais un dessin pour mieux expliquer ce que c'est et que vous puissiez le visualiser. Par exemple, mon triangle d'Aristote, c'est un modèle. Ça vous permet de le projeter, d'avoir une image dessus. Comme ça, c'est plus simple pour le comprendre. Et les fameux concepts, c'est les mots très conceptuels. Je vous donne un exemple si je vous parlais de mon métier, où je vais même monter dans cette pyramide. Donc, je vais tous les faire. Je vais commencer de la base en montant. Ma chère Jessica, je ne sais pas si tu te souviens le jour où tu as dû apprendre à conduire. Tu es avec ton moniteur d'auto-école, qui a priori s'appelait Hervé, parce que moi, il s'appelait Hervé. Et tu étais derrière ton volant la toute première fois. Et la première heure de conduite, tu te dis, waouh, il faut que je gère les pédales, les angles morts, les clignotants, le volant et le stress. Quand tu es amené à prendre la parole et à vouloir créer de l'adhésion autour de ton projet, il y a aussi plein de choses à gérer. Il y a évidemment ta voix, ton regard, la posture que tu vas avoir, mais aussi le choix de tes arguments, les histoires que tu mets à l'intérieur, la manière dont tu structures ta pensée. Bref, il y a plein d'outils qui te permettent d'emporter la conviction. Mais plus tu as conduit, plus tu as commencé à être à l'aise avec ces outils. À tel point qu'aujourd'hui, quand tu conduis, tu ne réfléchis plus à « il faut que j'embraye, passe la vitesse, je relâche l'embrayage tranquillement ». Ça devient un automatisme. Donc aujourd'hui, quand tu prends le volant, tu te retrouves à adapter ton style de conduite aux conditions, mais tu ne réfléchis plus exactement aux gestes que tu fais. Finalement, plus tu vas pratiquer avec des outils de rhétorique, plus tu vas pouvoir te les approprier, de sorte à ce que, quand tu vas prendre la parole et non plus le volant, tu vas pouvoir adapter ton discours aux conditions, à ton public, à ce qui va marcher, au contexte, au temps que tu as. Là, la rhétorique, c'est ni plus ni moins que… donc, je viens de monter, je suis maintenant là dans le modèle. La rhétorique, c'est ni plus ni moins 3 objectifs. Et là, si tu imagines un triangle ou même un tabouret, 3 objectifs qu'il faut toujours avoir, c'est de plaire, d'instruire et d'émouvoir. Quand tu gardes toujours ça en tête, ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans chacune de tes prises de parole. Et moi, je suis formateur en rhétorique, donc l'art d'être beaucoup plus convaincant, de mettre tes discours en mouvement, tes discours en idée, pour mettre ton public en mouvement. Et là, j'arrive tout en haut, je parle de concepts qui sont les concepts de rhétorique. En faisant ça, je gagne en clarté, enfin j'espère que vous avez mieux compris ce que c'était la rhétorique, et j'essaie de vous connecter à quelque chose peut-être qui vous parle. Et là, c'était le jour où vous avez appris à conduire. Et évidemment, mon anecdote, je l'adapte, parce que si je vais voir des enfants de 10 ans, ils ne vont rien comprendre. Je vais trouver un autre exemple. Est-ce qu'il y a un besoin de clarifier quelque chose sur ce que je viens de dire avant de vous faire travailler? Le modèle, OK? Ouais. Alors, je réponds à Christelle, le modèle. Le modèle, c'est soit vous avez la possibilité de montrer des images, des slides, comme moi je suis en train de faire, et c'est ça. Je vous remonte par exemple. Hop, hop, voilà. Ça, c'est un modèle parce que j'essaie de vous expliquer un concept de manière beaucoup plus facile à comprendre grâce à un dessin. Donc, retenez un modèle, c'est comme si il y a la fameuse adage, bon, je vais te faire un dessin parce que c'est plus simple. Donc, de faire un dessin, de montrer, par exemple, si je vous parle d'un tunnel de vente, par contre, si je vous montre à quoi ça ressemble un tunnel de vente en marketing, je peux vous faire un entonnoir et vous arrivez à mieux le visualiser, vous arrivez à mieux comprendre qu'effectivement, entre l'acquisition tout en haut et en bas des gens qui achètent, il y a de la perte.
Donc, un tunnel de vente, si je vous dis juste tunnel de vente, c'est un mot conceptuel. Si je vous montre le modèle, c'est plus simple à comprendre. Est-ce que c'est plus clair sur le modèle? Ce qui veut dire que, hop, je remets ça. Si vous n'avez pas la possibilité de montrer des images, parce que parfois ça arrive, hein, vous pouvez me le décrire à l'oral. Imagine un entonnoir où tout en haut, donc là je vous parle de mon tunnel de vente, imaginez un entonnoir où tout en haut de votre entonnoir, c'est les gens qui découvrent votre produit ou découvrent votre association. Oh, je l'ai vu passer sur un mur, des réseaux sociaux ou à un événement. OK. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit, ça m'intéresse, je vais m'abonner à une newsletter, vous suivre sur des réseaux sociaux, télécharger le livre de Combattre les idées reçues. Grâce à ça, il y a un plus petit nombre de personnes qui se retrouvent à l'intérieur de cet entonnoir. Et ensuite, il y a des gens qui vont être beaucoup plus attentifs, vous suivre régulièrement, jusqu'au moment où, et là je descends dans mon entonnoir, des gens vont peut-être acheter une de vos formations, venir à un de vos événements et payer pour. Et je suis en train de vous décrire mon tunnel d'acquisition, non pas en vous disant juste le concept, mais en vous expliquant le modèle avec une image. Est-ce que c'est plus clair? Julie, pas possible d'aller dans l'inverse. Eh bien, Julie, oui, tu peux. Tu peux, mais c'est moins bien. Mais tu peux. Tu peux, pourquoi c'est moins bien? Parce que les gens aiment bien qu'on parle d'eux. Et donc, si dès le début, je te partage une anecdote ou quelque chose qui va t'intéresser ou tu te sens impliqué, ça va te motiver à écouter le reste de l'histoire, à être dedans. Alors que si tu pars dans l'autre sens, ça peut aussi marcher, mais il y a moins cet attrait émotionnel dans les premiers instants. Sauf si tu es astronaute. Voilà, il y a des métiers, tu peux commencer par ça. Hein. Voilà, moi je suis astronaute, waouh! Bon, c'est bon, il y a déjà les émotions et des étoiles qui arrivent, donc ça fonctionne. Mais je peux te dire que si moi je suis formateur en rhétorique, je vais devoir déjà enlever 2-3 idées reçues dans mon discours avant de dire que je m'occupe de ça. Et je pense que vous pouvez, et moi je vous invite à faire ça pour le commerce équitable. C'est plutôt que de commencer par commerce équitable, parce qu'il y a forcément déjà des idées reçues dessus, bonnes ou moins bonnes, hein. D'arriver plutôt à la fin pour parler du commerce équitable, afin qu'on arrive à mieux comprendre. Ah, mais c'est ça, oh, mais c'est vachement bien. Bon, alors maintenant, je vais vous faire bosser sur le temps qui nous reste. Et oui, Agnès, c'est bien de faire participer l'autre. Et encore mieux quand on est en face à face. Moi, là, je suis face à 80 personnes, donc j'essaye au mieux. Mais justement, là, je vais vous mettre par deux. Je vais arrêter de partager ça. Oui. Je vais vous mettre par deux. Et l'exercice que je vous demande, c'est qu'en binôme, une première personne va dire à l'autre qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? L'autre va présenter son métier, et notamment le commerce équitable, dans le but de lui donner envie de s'y mettre. Mais vous n'allez pas du tout commencer par « Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis responsable de bioéquitable en… » Je n'ai pas la suite, parce qu'il est écrit, mais je ne vois pas la suite. En 3 petits points. Et blablabla, je m'occupe de faire ça, 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 et voilà ma fiche de poste que je vous présente. Donc, on ne fera pas ça, parce que, messieurs, dames, vous êtes plus qu'une fiche ONICEP. Hein. Donc, à la place, Jessica, elle va commencer par partager une anecdote. Une anecdote peut-être personnelle, et c'est génial si vous nous partagez une anecdote personnelle à un moment ou à un autre, parce qu'on en apprend plus sur vous, vos valeurs, qu'est-ce qui vous a emmené là-dedans. Mais aussi une anecdote dans laquelle je peux moi-même m'identifier. Donc ça, c'est des petites questions que je vous invite à utiliser du genre, peut-être que ça t'est déjà arrivé de… Tu sais, la fois où… Rappelle-toi le moment où… Il y a quand même pas mal de gens, et peut-être que tu en fais partie, qui… Donc ça, c'est des petites phrases toutes bêtes, mais qui permettent d'impliquer l'autre pour se dire, tiens, ok, je fais partie aussi du discours. OK? Et puis, vous allez monter comme ça dans la pyramide. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les étages. Mais à la fin, j'ai 1 ou 2 arguments de « c'est vachement bien de commerce équitable ». J'ai de la rhétorique émotionnelle
grâce aux anecdotes, grâce aux mots que vous allez choisir et aussi à l'énergie que vous allez y mettre. Donc là, évidemment, je n'ai pas le temps de vous parler d'éloquence et puis comment on arrive à les transmettre, mais néanmoins de le voir. Et puis, en partageant vos anecdotes et ce que vous faites, on en apprend plus sur vous, donc votre ethos. Ça va sur les consignes? Donc, tu fais quoi dans la vie? L'autre répond en 2 minutes max. Merci, génial, on inverse les rôles. Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Bah, la même chose? Non. Vous faites votre propre histoire. OK? Et ensuite, on revient ici avec les personnes restantes pour débriefer. Ça veut dire que 2 fois 2 minutes, plus 1 minute de rab, dans 5 minutes, on est de retour. OK? J'ai que 4 webcams allumées. J'espère que les autres vont se dire « Allez, je me chauffe aussi ». Diviser en groupes automatiquement. On est combien? 46. Alors, s'il y en a qui doivent partir, partez maintenant, sinon vous allez vous retrouver dans une salle et vous n'allez… OK, donc là, j'ai créé 23 sous-groupes. Non, 22 sous-groupes. Ah, ça n'arrête pas de changer. Eh bien, on verra, je bougerai les gens. OK, vous avez juste à cliquer sur « Rejoindre la salle ». Il y a une fenêtre qui va s'afficher et dans 5 minutes, vous allez tous revenir automatiquement parce que je mettrai un chrono. C'est parti! OK. Est-ce que j'en ai qui sont tout seuls? Ah, mais il y a plein de gens qui… Tous les gens qui sont là, vous m'entendez? Ça fait quand même beaucoup de personnes. Hein. Parce que sinon, j'ai des gens qui sont tout seuls. On est 15 apparemment encore dans la salle principale. Moi, je vais rejoindre une salle… Donc, ça met plein de gens tout seuls si les 15 n'y vont pas. Ouais. Et là, je vais avoir plein de gens qui me disent je suis tout seul. Oh là là. Moi, j'essaie de les déplacer très vite dans des salles.
Vous revoilà. J'espère que vous avez réussi à trouver des binômes parce que quand j'ai lancé les salles, j'en ai eu un bon tiers qui ne pipait mot. Donc, je me demandais, mais êtes-vous là, messieurs, dames? Je vois vos noms affichés. Mais de fait, vu que c'était automatique, vous vous êtes retrouvés peut-être avec des binômes où la personne n'est pas venue. Donc, j'étais là à me dépatouiller pour attendez, il faut que je trouve des gens, j'envoie des trucs tout seul. Donc, j'espère que parmi vous, vous avez quand même réussi. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas si on peut dire quelqu'une, mais en tout cas, une personne se sent de nous partager à qui je peux lui dire tu fais quoi dans la vie? Comme ça, on entend une version. Alors, Jessica. Non, je vais changer parce que là, ça vient du Jessica bashing et j'ai pas envie que vous me détestiez parce que j'ai vraiment 1 000 € à vous demander après. Alors, on va voir Aline. Oui. Aline, bonjour. Bonjour. Aline, tu fais quoi dans la vie? Alors, je sais pas si tu connais Commerce Équitable France, mais j'y travaille. Voilà, avec, je sais pas si tu connais Anne et Laetitia, mais je travaille avec elles tous les jours pour organiser la quinzaine du commerce équitable. Ah, mais toi, tu bosses au commerce équitable. J'ai pris une personne qui travaille dans le commerce équitable France. OK. All right. Attends, je vais demander à quelqu'un d'autre. Agnès. Agnès Nancy. Moi, j'étais avec Aline. Oh, mais là, mais moi, c'est ce hasard. Mais je ne travaille pas avec elle, mais bon. OK, et parfait. Agnès, comme ça, moi, je découvre en même temps une nouvelle initiative. Mais Agnès, tu fais quoi dans la vie? Je suis retraitée. C'est drôle. Et ouais, je suis plus âgée que toi, petit mec. OK, et maintenant, en utilisant un peu la pyramide, à quoi ça ressemble? J'ai rien compris à ton truc. D'accord. Je comprends pas pendant ces 2 minutes ce qu'il fallait faire. J'ai pas compris le but. Ah, OK. Est-ce que quelqu'un a compris et peut nous faire un exemple? Mince, personne n'a compris. Si, je crois. Je ne sais pas si déjà vous m'entendez. Alors. Ouais. Donc, l'idée, c'est de parler de soi, mais en fait, pour pousser l'autre à entrer dans votre vie, c'est-à-dire faire des choses pareilles, de façon à ce qu'il y ait déjà une petite communauté d'intérêt. Voilà. OK. Et alors, exemple JP. Vanov. Ouais. Artisan du monde de Paris. Donc JP. JP, c'est Jean-Paul de. OK, Jean-Paul. Et Jean-Paul, voilà. Tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je suis retraité, mais je milite dans plein de trucs, dont Artisan du monde à Paris. OK. Voilà. OK. Donc, là, toutes les 3 personnes, vous venez de me faire la présentation classique, finalement. Oui. Ouais. Génial. Quelqu'un veut essayer tout à l'heure, je vais raconter ce que j'ai dit dans. C'est ça. C'est ça que je veux savoir. Alors, il m'a demandé de parler en premier, mais c'était quelqu'un qui s'est affiché Biocop. Et il se trouve qu'on a été présenté nos produits dans un magasin Biocop à Paris, précisément, à la Bastille. Et donc, j'ai parlé parce qu'il s'intéressait à la bio. J'ai voulu d'abord savoir s'il s'intéressait à la bio, mais si c'était à titre collectif, c'est-à-dire le bien de la terre, ou si c'était pour sa santé. Lui, c'était un peu pour sa santé. Donc après, on a dérivé. Je lui dis, tu vois, à Biocop, on a été faire une visite et j'ai rencontré des gens qui protestaient contre une ligne de métro qui risquait d'utiliser des terres agricoles. Et donc, l'idée, c'était qu'il fallait redonner un projet dans le cadre que les commerces, de l'agriculture proche, périurbaine, pour alimenter les gens de Paris de façon saine et bien, etc. Bon, enfin, je ne peux pas tout dire, on n'avait pas longtemps, mais je peux continuer si vous voulez, mais après, je vais dépasser le quart d'heure. OK. Merci Jean-Paul. Ah, il y a Julie qui me dit « Je veux bien essayer ». Julie. Oui, alors, j'ai pas de caméra, mais je veux bien essayer. Ouais, avec plaisir. Vous m'entendez? Ouais. Ouais, quand je pose la question, tu fais quoi dans la vie, c'est pour se remettre en condition. C'est l'exercice. OK. Donc, Julie, tu fais quoi dans la vie?
Bah écoute, moi, j'ai toujours été hyper gênée de savoir qu'il y a 30% des personnes sur la Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable, alors que moi, en fait, ben, l'eau de mes toilettes, elle est potable. Et il y a l'industrie du textile aussi, qui est hyper consommatrice. Et donc récemment, j'ai découvert une petite marque qui fait tout exclusivement en coton bio et qui réduit de 91% sa consommation d'eau. Bah, tu vois, c'est pour ce genre de petite marque-là que moi, je bosse. En fait, je suis chez Artisans du Monde et du coup, on vend des produits issus du commerce équitable et qui sont aussi en agriculture bio. Eh ben, canon! Yes! Voilà, l'idée est là. L'idée est que tu partages une histoire personnelle, ce qui compte pour toi. Tout de suite, tu m'impliques et comme ça, je visualise. J'apprends peut-être même des choses, donc tu m'instruis en même temps. Et by the way, je travaille chez Artisan du commerce équitable et on se retrouve à faire ça. Et voilà pourquoi c'est important pour moi. Et ça change toute la manière dont on peut se présenter parce que plutôt de commencer par « je m'appelle Julie, je travaille chez les Artisans du commerce équitable », qu'est-ce que c'est, pourquoi, en quoi ça m'intéresse. Alors, commencer par d'abord ce qui t'a animé, comment tu t'es retrouvé dedans et tu essaies de m'impliquer. Je suis curieux de me dire « ah, mais où ça va arriver et c'est quoi le message à la fin ?» Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout quelle était ta structure. Donc, à un moment, je me suis même dit « ah, attends, elle travaille peut-être dans une boîte qui fait des vêtements. Ah non, en fait, c'est peut-être pas ça. » Donc, je suis dans le suspense. Et « ah, ok, maintenant, je comprends. » Et ça fait sens. Et j'ai envie de poser des questions. Là, ça attire ma curiosité sur « mais non, c'est quoi ces chiffres? D'où ça vient? C'est fou. Et pourquoi? Et il y a quoi comme producteur? Il y a quoi comme type de produit ?» Ok, les autres, vous voyez la manière dont Julie a fait? Julie, merci, bravo. Merci. Ok, bien. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est pas naturel ce que je vous demande. Normal, si depuis toujours, quand on vous pose la question « tu fais quoi » ou « c'est quoi ton métier », vous avez toujours répondu par le « quoi », là, je suis en train de vous faire déconstruire quelque chose. Donc, je ne vous demande pas de, dès demain, tout changer, mais par contre, c'était de mieux vous projeter sur changer la manière dont vous allez potentiellement vous présenter vos activités pour être sûr qu'on puisse y voir des arguments, mais aussi des histoires pour susciter des émotions, mais aussi votre image, ce qui compte pour vous, pour qu'on en sache plus sur votre personne, parce qu'on a besoin de ces 3 éléments. Ethos, pathos, logos, c'est indispensable dans toutes vos prises de parole. Et à chaque fois que vous prenez la parole, les gens vont être intéressés par ce que vous dites si vous les impliquez, si ça leur parle à eux. C'est vraiment, on se dit, tiens, ah ouais, je m'identifie dans ce que tu me partages. Parce que les gens adorent parler d'eux. Hein. Donc, si vous les impliquez, évidemment, ils vont vous écouter. Donc, sur ce beau défi, et avant de nous quitter, est-ce que vous avez des questions, d'autres besoins? Ouais, de mettre en pratique, tu m'étonnes. Parce que là, en plus, je vous ai donné le niveau 1 à la base. Ensuite, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'il y a eu 12 ouvrages écrits par Quintilien. Hein. Moi, je fais quoi dans la vie? En plus, je vous l'ai fait tout à l'heure avec la voiture. De quoi? Ah, une deuxième fois? Ah, en 2 minutes? Non, c'est trop long, j'ai plus le temps de le faire en 2 minutes. C'est quoi dans la vie? Mais en 10 secondes, moi, j'aide les gens à prendre la parole efficacement pour mieux défendre leurs idées face à 1 ou 1000 personnes. Parce qu'on peut tromper une fois 1000 personnes. Ok. Donc, nous, on a eu un petit temps ensemble. Évidemment, je ne peux pas tout vous dire et c'était plus une sensibilisation à la rhétorique peut vous aider à mieux défendre vos idées et notamment ce que vous faites dans le commerce équitable. Et je vous invite grandement à vous en nourrir parce que ce que vous faites, c'est très puissant et on en a besoin. Donc, pour être plus efficace à l'oral, la rhétorique, c'est une arme parfaite. Ethos, pathos, logos, si déjà vous retenez ça en tête et de dire comment je peux jouer avec les 3, c'est déjà très bien. Et ensuite, pour aller plus loin,
moi, je vous invite à vous abonner, comme ça je vous fais un appel à l'action, à notre newsletter ou à aller lire des articles sur notre blog, parce que tous les mois, je partage du contenu avec plein d'exemples très concrets pour vous aider à voir comment on peut l'utiliser. Et que ça, c'est le niveau 1 déjà de découvrir, mais que c'est que par la pratique, de toute manière, que vous allez pouvoir progresser, comme pour la conduite. Il y a un moment, c'est en étant derrière le volant que vous arrivez à vous insérer sur la voie de gauche. Donc, c'est que par la pratique que vous allez réussir à faire basculer les gens pour qu'ils consomment du commerce équitable. Merci beaucoup, Julien. Oui, je peux attester du coup témoignage que les newsletters de Panache sont hyper intéressantes. Donc, moi, je vous invite aussi à vous inscrire parce qu'elles sont vraiment très chouettes. Et puis, eh bien, il est temps de se dire au revoir et non pas adieu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont restés. Et mea culpa, veuillez m'excuser pour le retard qu'on a pris. Et puis, en tout cas, ceux qui ont dû partir parce que d'autres engagements derrière, on vous partagera à tous les participants la formation en replay pour évidemment la dernière partie. Et je vous invite à juste nous mettre une petite étoile aussi, comme on a fait tout à l'heure, pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de la formation. C'est un petit indicateur pour nous. C'est bien pour nos bilans, nos reportings auprès de nos bailleurs publics. Voilà, tous ces trucs qu'on nous demande qui sont importants. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle quinzaine. On est à dispo avec Laetitia, Aline, toute l'équipe de la communication chez Commerce Équitable France pour vous répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser jusqu'au lancement de la quinzaine et pendant. Et puis, on continue à vous envoyer des mails avec des infos et tout ça. À très vite et puis belle journée à vous. Merci pour votre participation.